le docteur Yao Silver Conan, directeur général des PME et de l'artisanat au ministère ivoirien du Commerce et de l'Industrie. S'il vous plaît. Non, oui, vous pouvez vous mettre là. Oui, oui. Merci. Madame Linda Caboret, directrice générale de Retail and African Concept. Oui, c'est bon. Les autres vont compléter. Ça vient se passer. Oh, ok, très bien. Alors, notre champion, cher Salah Cissé, champion olympique et mondial de taekwondo, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Et toi, et toi. Ok, d'accord. Très bien, merci. Maryse, qu'on ne présente plus, s'il te plaît. Juste après. Très bien. En effet, donc, merci à nos éminents panélistes. Oui. Donc, on va faire un focus sur les industries créatives, l'économie du sport, l'entrepreneuriat, les clés pour une nouvelle croissance économique. En effet, comme vous le savez, notre continent est dans une trajectoire de transformation économique et on va faire un point sur la contribution des industries créatives et l'industrie du sport dans cette transformation économique, dans une approche bien sûr responsable. Je vais commencer par le directeur général des PME, M. Silver Conan. Monsieur Silver Conan, peut-être voir avec vous quel est un peu l'état des lieux des industries créatives ici en Côte d'Ivoire en termes de défis et d'opportunités. Merci beaucoup, monsieur. Je suis le directeur général de la promotion des PME et de l'artisanat au ministère du Commerce et de l'Industrie. Et je suis là également avec le directeur général du GUT PME, qui est derrière. Excellent. Parce que durant le panel, il y a eu également le rôle de l'État. Qu'est-ce que l'État fait également pour accompagner les PME également. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Alors, les industries créatives, c'est les industries de la mode, du cinéma, de l'artisanat d'art, de la musique et tout ceci. Et les industries créatives, c'est près de 2300 milliards de dollars. Et l'Afrique contribue seulement pour moins de 0,2%, autour de 0,8%. Alors, ensuite, au niveau des industries créatives, il faut dire que au niveau de l'État, il y a le ministère en charge de la culture et de la francophonie qui est en charge de cela. Et tout ce qu'on essaie de faire, c'est de développer l'industrie du cinéma, c'est de développer l'industrie de la mode, de la musique et tout ceci. Vous savez, le dernier Massa également participe de cet enjeu. Et il y a eu également récemment un décret qui a été pris notamment pour pouvoir favoriser le développement de ces industries. Bon, au niveau du sport, je branche en même temps. Au niveau du sport, vous savez bien qu'au niveau du sport, c'est quand on regarde l'Afrique, c'est autour de 0,5% des ressources générées par l'économie du sport. Et en Côte d'Ivoire, c'est autour de 4% du PIB. Alors, mais quand on regarde, la Côte d'Ivoire a investi énormément dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. On a eu 2 milliards de spectateurs contre 500 millions au cours de la dernière édition. Tout ceci pour démontrer que ces industries représentent de nouvelles opportunités et ces industries méritent que non seulement les jeunes soient formés dans la pratique, dans l'exercice dans ces industries, mais également que l'information leur soit donnée pour pouvoir capter ces opportunités-là. Et tout cela, bien sûr, il y a de nouveaux métiers qui se développent et puis il y a des métiers connexes, notamment le transport, le marketing, la restauration et tout ceci. Et donc, c'est tout cela qu'on essaie de prendre en charge au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie en liaison avec le ministère du Sport et puis le ministère de la Culture. Il faut savoir que dans le plan national de développement,
le développement des infrastructures sportives de proximité est un élément du PND. Et donc, voilà en fait un peu ce que je voulais dire en entrée de jeu. Très bien. Je continue avec vous. Vous avez parlé d'opportunité. Comment on passe de l'opportunité à la matérialisation? Sinon, l'opportunité risque d'être marbrée. Hein? D'accord. Est-ce que vous avez des données à partager? D'accord. Au niveau, comment on passe de l'opportunité à la matérialisation? D'accord. Bon, simplement, vous savez que lors de je prends l'exemple de la dernière CAN. Lors de la dernière CAN, il y a eu des investissements massifs et il y a eu des PME qui ont été associées. Vous voyez bien qu'il y a eu des business forums que le COCAN a organisé. Et ceci, c'était pour présenter les opportunités aux différentes PME et pour qu'elles puissent prendre des parts, qu'elles puissent s'engager. Et à ce niveau-là, il y a eu des choses qui ont été faites et les PME ont pu bénéficier. Il y a eu, je crois, un bilan qui a été fait de la CAN. Bon, je n'ai pas les derniers chiffres en tête, mais les PME en ont bénéficié. Et nous-mêmes, au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, on avait organisé une campagne, l'artisanat fait sa canne, au cours de laquelle campagne on a favorisé l'insertion des PME, des artisans dans les stades, dans les différents fan clubs également, pour pouvoir bénéficier des opportunités qu'offrait la canne. Donc, c'est juste un exemple, mais pour dire que le gouvernement travaille dans ce cadre-là. Excellent, merci. Vous avez parlé d'artisans. Madame Caboret, vous êtes pharmacienne, mais vous intervenez aussi dans l'art. Vous soutenez des artisans. Peut-être présenter rapidement votre structure, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Oui, je suis donc Linda Caboret, pharmacienne, et j'ai des concept stores pour mettre en lumière le savoir-faire africain. Mais aussi, je suis marraine des tradis praticiens de Côte d'Ivoire. Excellent. J'ai 8000 filleuls enregistrés et c'est pas facile. Je ris parce que je ne savais pas qu'il allait être sur le panel parce qu'il y a certains chapitres qui... Et en fait, c'est mettre en lumière notre savoir-faire africain. Et je suis aussi présidente et initiatrice d'Africa Santé Expo, où quand le monde de la santé se donne rendez-vous en Afrique pour améliorer l'accès aux soins et médicaments de qualité de nos populations. Très bien, donc plusieurs casquettes. Alors, beaucoup. Il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres, oh, très bien. Excellent. Par rapport à l'artisanat, d'accord, quels sont pour vous les enjeux de l'artisanat ici en Côte d'Ivoire? Alors, je pense que beaucoup dans la salle savent qu'il y a un réel savoir-faire ivoirien, que beaucoup de pays nous envient et nous copient. Mais le souci, c'est que on a parlé de formation. Ils ne sont pas formés. Je parle au ministère du Commerce. Il faudrait que, quand on crée des sociétés déjà, parce que tout ce secteur informel quand même pèse beaucoup dans l'économie du pays, presque 40% et 15% du PIB, ce secteur. Mais ils ne sont pas reconnus. Et ils fonctionnent comme des micro-entreprises. Moi, j'ai créé les concept stores pour mettre en lumière le savoir-faire. Mais je n'étais pas commerçant avant, j'étais pharmacien. J'ai ouvert ma société. Déjà, je ne savais même pas qu'il fallait une carte de commerçant. Il faudrait créer le guide de l'entrepreneur. Quand on va pour déclarer une société, on nous donne un leaflet, on n'a pas besoin de faire quelque chose de très cher. Il vous faut une carte de commerçant, il faut que vous fassiez des factures normalisées et tout ça. J'ai commencé mon entreprise. Première chose, à la fin du mois, ou 2 mois après, je ne me rappelle plus, on nous a tapé sur les doigts parce que nos fournisseurs n'ont pas de facture. Mais comment expliquer aux sculpteurs de Korogo ou aux tradis praticiens qu'il te faut une facture normalisée? Il faut qu'on forme. Et avant de nous sanctionner, il faut nous sensibiliser. Et ceux qui nous sanctionnent
souvent, ils ne sont pas formés par rapport au secteur. Vous comprenez, même au niveau de la pharmacie, c'est pareil. On fait des dons. Et puis, il faut que ce soit adapté à nos réalités africaines. Je perds un employé. Je vais sur des exemples faciles. Je perds un employé. En Afrique, on a pour tradition de faire un don. On fait le don et après, on vient nous dire qu'il faut une pièce justificative pour l'argent qu'on a sorti. Mais dans la douleur et tout, comment tu vas aller demander à la veuve et l'orphelin de te faire un reçu parce qu'il a reçu un don? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de choses, même pour la bonne gouvernance et tout, il faut sensibiliser les gens. Parce que le petit artisan, tu lui parles de bonne gouvernance. Lui, il a l'impression que c'est une affaire de gouvernement. Déjà, il entend le mot gouvernement. Donc, il ne se sent pas concerné par ça. Très bien. Donc, il y a aussi une problématique de formalisation. Oui, la formalisation. Et actuellement, je ne vais pas monopoliser la parole. Pour la première fois, la médecine traditionnelle a été reçue par... on a fait un congrès des pharmaciens la semaine dernière. Ça fait 10 ans que je me bats pour mettre la médecine traditionnelle dans une démarche qualité. Je remercie mes confrères parce que pendant 3 jours, les débats étaient consacrés à ça. Et c'est là qu'on a appris que, suite au problème de notre ATOT nationale, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui crée bien des drames dans les foyers, cette interdiction, il y a une réglementation. Les praticiens ne sont même pas au courant qu'en décembre, la police et tout va aller saisir tout ce qu'on vend qui n'est pas déclaré, qui n'est pas réglementé. Mais j'ai dit à l'AIRP, mais vous allez venir, si on n'avait pas parlé de ça à San Pedro, mais vous alliez nous tomber dessus comme des éperviers et on allait tous avoir des saisies, la police et tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a une réelle... On est d'accord pour réglementer les produits, mais il faut le faire step by step et sensibiliser, faire beaucoup de sensibilisation. Très bien. Merci, Madame Caboret. Et puis, donc, déconfiner peut-être les canaux de communication entre les différents Non, je acteurs. déconfine, mais j'ai beaucoup de choses à lui dire, en fait. Il y a la pause. En aparté, oui, tout à fait. Cher. Non, mais ça vous intéresse aussi. Très intéressant. Cher, le sport à l'échelle de la planète génère beaucoup de fonds. Mais comme d'habitude, le continent africain est toujours en marge. D'après toi, qu'est-ce qu'il faut pour faire augmenter la part du continent dans cette valeur mondiale liée au sport qui se résume à milliards de dollars, Ouais, d'abord, merci. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce panel. Mon grand frère à côté, merci. Et voilà, ce que je peux dire, c'est que voilà, monsieur Yeo tout à l'heure, monsieur Yeo, c'est ça, Yao Silver, mon grand frère Yao, il parlait de football. Il n'y a pas que le football. Il n'y a pas que le foot, voilà, donc, c'est un bel exemple. Exactement, donc il n'y a pas que le football. Et je pense qu'il faut aussi une volonté politique. Il faut une volonté politique. On parle tout le temps de football, mais voilà, faut se pencher aussi sur d'autres sports. Okay. Et il faut essayer de créer des champions. Je prends un exemple tout simple, le cas de Mbappé. Mbappé, il a été créé de toutes pièces depuis son enfance. Et je pense qu'on doit se pencher sur ce genre de situation. Et aujourd'hui, on sait ce que Mbappé génère pour sa famille, pour lui-même et même pour la France. Et donc, c'est quelque chose qui a été créé. Et voilà, en Afrique, on a l'opportunité, on a la chance d'être sportivement, naturellement, quand les Africains, ils sont bien physiquement. Donc le sport, il y a beaucoup de choses à faire et il faut essayer de aller à la base, former des champions. Et je pense que c'est comme ça peut se faire. Très bien. Alors, tu es un champion à l'échelle mondiale, hein, tu n'appartiens plus qu'au continent. Quelles sont pour toi les conditions nécessaires pour faire émerger d'autres chairs? Les conditions nécessaires. Déjà, comme j'ai dit, il faut une volonté politique. Et voilà, pas de priorité au foot. Et
Et voilà, il y a plusieurs choses. Il y a l'accès au financement. L'accès au financement. L'accès au financement et aussi l'accès au matériel. Moi, quand j'ai commencé, on s'entraînait à même le sol. Voilà, sur des graviers, goudrons. Combien d'années? 15 ans. 15 ans, ok. Voilà, on s'entraînait à même le sol et j'ai pu être champion du monde, champion olympique. Et donc, je pense que, imaginez le minimum, mes jeunes frères, s'ils ont le minimum là, pour pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions, je pense qu'il n'y aura pas seulement que moi. Je pense aussi que les jeunes doivent aussi encore plus rêver, parce que même s'il y a le financement, s'il y a le matériel, il faut que les jeunes rêvent, parce qu'aujourd'hui, je vois que les jeunes ne rêvent plus assez. Et pour moi, tout part d'un rêve. Tout part d'un rêve, et aussi, il faut ajouter le travail et aussi la persévérance. Donc, voilà. Excellent, merci. Maryse, l'industrie textile, c'est toujours la même problématique. Des gros volumes à l'échelle de la planète, mais la marge au niveau du continent. Comment faire pour déconfiner ce potentiel? Bonjour. C'est vrai qu'aujourd'hui, je reviens avec la casquette Ascenty qui est plus celle de l'industrie de la mode. Absolument. Je crois que celle de l'industrie textile, on en a assez parlé. Par contre, il faut que je fasse le lien. Et pourquoi c'est important? En général, quand j'arrive comme hier avec la casquette de l'industrie textile, j'ai toutes les oreilles. On la comprend. Quand on parle de mode, malheureusement, c'est un secteur qui est encore considéré récréationnel. On n'en saisit pas le potentiel. Or, dans la chaîne de valeur de l'industrie du textile, de l'habillement et de la mode, c'est là où se trouve la plus grande valeur ajoutée. Je veux juste peut-être vous demander un petit exercice. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes, nous avons peut-être 100, 150 personnes. Sans me tromper, si on prend chaque personne, vous portez au minimum $500 en partant de costumes. Et en étant en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, je pense qu'on peut remonter le minimum. On sera en Afrique de l'Est, je le descendrai. Mais en Afrique de l'Ouest, je suis sûre qu'il y a au moins un minimum par personne de $500. La valeur ajoutée qui reste sur le continent, elle est moins d'1%. À part quelques personnes que je vois avec des textiles traditionnels de coton africain, le Faso d'Anfani ici, Yacine Fall, Brigitte qui sont en Ascenty, merci, qui sont des cotons de chez nous. Mais sinon, si vous considérez, en prenant juste ce chiffre, c'est $500 si vous y rajoutez une marque. Vous l'achetez chez Zara ou chez Mango, vous le montez à $700 facilement, de la tête aux pieds. Vous rajoutez une marque de groupe LVMH, vous multipliez exponentiellement. Et les industries créatives, dont la mode font partie, sont des industries de la jeunesse. Et quand on fait le lien avec la jeunesse, notre nouvel or... alors on a l'or noir, on a l'or noir, on a l'or jaune, on a l'or blanc, le coton. Il faudrait peut-être même arriver à trouver un terme pour définir la jeunesse, le potentiel de cette jeunesse. Quel or ça va être? C'est vraiment là où se trouve l'avenir. Donc moi, je suis là pour vraiment militer, comprendre comment est-ce que nous pouvons, comme le disait Monsieur Lassine Koné tout à l'heure, ce n'est même plus du leapfrogging, mais du cheetah leap, et prendre conscience de notre potentiel, car nous pouvons vraiment aujourd'hui capturer toutes les parties de la chaîne de valeur de cette industrie. Voilà, donc, et juste peut-être pour clôturer, l'industrie de la mode est une industrie de 2,5 trillions de dollars. L'Afrique tout entière représente moins d'1%. Donc l'opportunité est là. Oui, mais comment on fait pour passer de 1% à 5%, 10%, 15%, avec ton expérience? Avec mon expérience. Alors, la première étape, c'est la prise de conscience. Et je crois que c'est ce que je viens de faire. Vraiment nous faire réaliser que, voilà, quel est le potentiel. Deuxièmement, est-ce que nous en sommes capables? Ça, c'est la deuxième partie de la prise de conscience. Et comment on peut le faire? Et comment on peut le faire, c'est notamment ce dont nous avons parlé hier, mais les politiques, l'écosystème. Et il y a peut-être un élément dont je n'ai pas encore entendu parler depuis le début du forum, et pourtant c'est l'ADN de l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle en anglais le grit, en français ce serait la niaque, parce qu'il faut vraiment
être déterminé par rapport à ce qu'on veut accomplir et allier la passion, la persévérance du côté des entrepreneurs et l'écosystème accompagner cette passion et cette persévérance. Il faut juste ne pas arrêter, ne pas s'arrêter, en être convaincu. Et sinon, je crois comment on peut faire le cadre, les étapes de comment on peut y arriver sont connues. Maintenant, il faut vraiment s'y mettre et rajouter ce grit, cette niaque pour vraiment assembler tous les acteurs clés. Merci Maryse. Fabrice, PDG de Vaudou. Fabrice nous a rejoint. Fabrice, avec ton expérience de plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, comment faire pour que les industries créatives aient plus de poids dans nos PIB? Alors, merci beaucoup Stéphane. En fait, moi j'avais décidé de ne plus venir dans des forums comme ça où on débat, on dit beaucoup de belles paroles et puis après il ne se passe plus trop rien derrière. Didier m'a dit d'être là, donc je suis venu faire acte de présence. Mais en réalité, on peut refaire ces forums-là 150 fois s'il n'y a pas une vraie prise de conscience au plus haut niveau d'abord, au niveau des pouvoirs publics, de se dire que fondamentalement, une partie de l'économie peut être portée par cette industrie-là, qu'elle soit créative, sportive, et ainsi de suite. S'il n'y a pas une compréhension de ce type-là, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas une compréhension de tous les acteurs autour, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient bancaires, ainsi de suite, aujourd'hui, c'est plus simple d'aller avoir un crédit pour financer une campagne cacao que pour financer un projet de production cinématographique, par exemple, ainsi de suite. S'il n'y a pas une compréhension de tout l'environnement, ça ne sert à rien. Moi, j'ai pris mon avion, Didier, je lui en ai parlé un jour, j'ai pris mon avion, je suis allé voir Serge Ekwe de la BOAD. Je lui ai dit, écoute Serge, j'ai vu que tu es une banque ouest-africaine de développement. Et fondamentalement, le développement, avant toute chose, c'est dans la tête. C'est au-delà de toute chose, c'est d'abord dans la tête. C'est l'éducation, c'est les valeurs qu'on porte. Je lui ai dit, moi, j'ai 2 garçons à la maison, ils étaient plus jeunes à l'époque. Quand le Real de Madrid perd un match, il pleure. Quand l'autre, c'est le Barça, il pleure. Quand ma fille me parle des personnages qu'elle adore, ses poupées et tout, c'est des personnages de Disney et consorts, ainsi de suite. Quand je demande à la salle ici qui est supporter du Real, toutes les mains vont se lever. Barça, PSG, même Marseille. Mais quand je dis qui supporte, je sais pas moi, l'Africa, ils vont même avoir un peu honte des fois de lever la main parce qu'il n'y a plus de vie sportive. Alors, fondamentalement, je dis à Serge, nous, on monte une chaîne de télé. Et nous, on a envie de porter un projet qui aille au-delà juste d'une émission de divertissement, ainsi de suite. On a envie de porter un projet qui soit un projet culturel de développement pour les Africains, qui ait des personnages africains depuis les enfants, qui ait des émissions de découverte, d'éducation, de formation à l'entrepreneuriat et tout. Et donc, est-ce que la BOAD peut s'inscrire dans un projet de ce type-là? On ne peut pas aller voir une banque commerciale ou un petit, je dirais, actionnaire local qui va nous donner 2 ou 3 milliards, ça ne changera pas la donne. On ne peut pas aller voir une banque commerciale, on n'aura pas les moyens, en 5 ans, en 10 ans, sur les délais commerciaux, de rembourser un prêt de ce type-là. Par contre, si un institutionnel s'inscrit à nos côtés, si on a un appui gouvernemental, si c'est un parti pris qui dit on veut accompagner, et donc on n'a plus la pression, nous, des salaires tous les mois, du fait, de l'audience absolue, et ainsi de suite, on peut recréer quelque chose de différent. On peut offrir aux Africains, je dirais, des plateformes qui leur ressemblent, des émissions qui leur ressemblent, des personnages qui leur ressemblent. J'ai essayé avec l'État, ça n'a pas marché. Je suis allé voir Serge à la BOAD, ça n'a pas marché. J'ai vu Afrexim Bank venir faire beaucoup de bruit à l'Hôtel Ivoire, ramener des acteurs anglais, ainsi de suite. Je n'ai pas vu un projet qu'ils ont développé au niveau local dans la production. Par contre, on se fait plaisir, on vient pendant une semaine, on dépense plein d'argent, on fait venir des acteurs américains, on paye des avions privés, ainsi de suite. L'Afrique, c'est épuisant. C'est juste épuisant. On ne peut pas se battre tous les jours contre tout le monde. C'est vrai. C'est juste pas possible. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une volonté au plus haut niveau de dire, attention, à l'époque, il fallait avoir une usine pour faire de l'argent. Aujourd'hui, avec un logo, on peut faire autant d'argent qu'une usine. Parce qu'un logo peut refléter des choses énormes derrière. Et donc, il faut qu'on comprenne que le monde, il a évolué et qu'à l'époque, on pouvait faire 1000 milliards avec une usine et 100 000 employés. Et aujourd'hui, avec 10 personnes, avec juste une application, qu'elle soit Uber, qu'elle soit tout ce qu'on veut, on peut faire 1000 milliards aussi. Et donc,
Moi, il y a cette prise de conscience d'abord qui est essentielle. Ensuite, je pense qu'il y a je connais beaucoup, moi, d'entrepreneurs locaux, de grosses entreprises locales. Quand tu vas les voir avec des projets, ils ne sont jamais prêts à financer des projets. Que ce soit des projets de développement de jeunes créatifs qui font des projets, ils ne sont pas prêts. Ils veulent juste donner le sentiment qu'ils ont fait depuis vers, je ne sais pas moi, donnez-moi le nom d'un village quelque part là. Qui aime son village? Mossou, voilà. Ils ont fait depuis à Mossou, ça vient dans leur plaquette entreprise, c'est tout joli, ça dit on a fait depuis, on aide les Africains à avoir de l'eau propre. Et c'est pas ça la réalité de nos vies aujourd'hui, la réalité des jeunes aujourd'hui. Il faut, quand on va dans les pays développés, que ce soit les universités, les bibliothèques ont des noms de telle personnalité, de telle personne, de telle entreprise, ainsi de suite. Il y a un accompagnement systématique pour le développement et pour la réalisation des projets. Et donc le vrai sujet, en fait, moi, c'est même pas sur la créativité des jeunes. Chèque est là, Chèque, c'est un talent local. C'est quasi mondial. Un accident. C'est quasi un accident. Ça veut dire que, enfin, local, il part du local pour aller au mondial. C'est quasi un accident parce qu'il a été dans l'abnégation, dans le travail, dans la force, ainsi de suite. Mais moi, il sait de quoi je parle, parce qu'on s'est vu à l'époque. Je suis intervenu entre lui, ses conflits, et lui et la Fédération ivoirienne de taekwondo. Comment ça a été difficile pour lui. Il sait, un jour, il va vous le raconter. Et donc, il faut vraiment que notre pays redevienne ce qu'il a été à un moment donné, que tous les pays africains prennent conscience. Quand on faisait l'OASU, quand on était plus jeune, et je finirai dessus parce que je peux garder la parole longtemps, je parle trop, on me dit toujours ça, voilà. Quand on faisait l'OASU à l'époque, la Côte d'Ivoire, même le rallye du Bandama était une étape du rallye mondial. La Côte d'Ivoire était championne d'Afrique de handball. La Côte d'Ivoire avait des championnes d'Afrique de la natation, les sœurs Nyabo. Handball, c'était les Namama Fatiga et consorts. En basket, les Billet, Joseph et consorts. Et Gabriel Tiako, dans tous les sports, que ce soit en taekwondo, les devanciers justement de Chèque, on a eu les remarques et consorts. La Côte d'Ivoire, parce qu'elle avait décidé de former depuis l'école au sport, a développé des champions. Même, je vous dirais, on était même champion du monde en ski nautique. Il s'appelait Benet Emric. Et donc, fondamentalement, si on part de la base et qu'il y a une politique, une volonté d'accompagner, de développer, on ne peut que réussir. Sans ça, on va se retrouver chaque année autour de mon très cher président Akwete pour débattre, faire de belles phrases et puis revenir chaque année et il n'y a rien qui va bouger. Absolument rien. Voilà, je peux m'arrêter là pour l'instant. Merci Fabrice. Merci Fabrice. Alors, Monsieur Conan, comment on passe de la théorie à la pratique? D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et Fabrice a soulevé beaucoup de points, Madame également. En fait, je me sens interpellé parce que je représente l'État sur ce panel. Non, bien sûr, je sais. Donc, en fait, on le fait tous à travers des politiques. Excellent. À travers des politiques qu'on décline en programme et puis en projet. Bon, effectivement, il a parlé de l'OASU. Ça fait partie de la politique qu'on avait avant. Et le ministère des Sports a commencé à reprendre ces politiques, notamment par le développement des infrastructures sportives. Vous voyez, Chèque, ce n'est pas juste parce que j'aime le football, hein, j'aime aussi le taekwondo. Voilà. Mais en fait, je prends cet exemple parce qu'en fait, l'État, en faveur de la CAN, l'État a beaucoup investi dans le développement des infrastructures au niveau sportif et au niveau des stades et tout cela. Et pour la pratique, il faut des infrastructures. Et l'État a commencé à revenir à cela. Même quand on regarde dans les écoles, il y avait des infrastructures sportives qui étaient prévues. Et on a commencé à continuer cela. Ensuite, quand on parle de l'artisanat, pour rebondir sur Madame, ce que nous avons, on a une politique. Quand vous regardez par exemple, on a combien? L'artisanat, c'est en moyenne 14,2% du PIB sur la période 2015-2019. L'artisanat, c'est 2 500 000 individus qui travaillent et dont 96% sont dans l'informel. Sont dans l'informel. Et la stratégie, c'est quoi? On a créé un instrument simple, le statut de l'entrepreneur, qui permet sur simple déclaration de déclarer leur activité pour des gens qui ont des revenus inférieurs des chiffres d'affaires inférieurs à 30 millions. Mais ils ne le font pas. Mais on continue. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait également du renforcement de capacité. Mais ils ne le font pas parce que dès qu'on se déclare, les impôts sont sur nous. C'est ça la réalité. Bon, d'accord. Non, mais aussi c'est que c'est pas. Mais
Non, l'objectif, c'est que chacun contribue au bien-être, c'est-à-dire à l'environnement, au cadre qu'on a en fonction de sa capacité respective. On doit être citoyen, c'est également être capable de pouvoir contribuer. Bon. Et l'autre aspect... Mais avant de contribuer, et c'est ça, excusez-moi de reprendre la parole, Stéphane. Didier, ils vont Parce que déjeuner ensemble. je vais déjeuner Ils vont déjeuner vraiment. ensemble. Je vais déjeuner vraiment. On se Avant connaît de bien. contribuer. C'est lui-même qui a organisé le MIVA, le marché de l'artisanat l'année dernière. C'est vrai, je confirme. Et je fais plein d'autres choses à côté. Et je vais insister dessus. Avant de contribuer, parce qu'on a toujours cette tendance à vouloir photocopier les modèles européens où on dit oui, donc la société est structurée, il faut que tout le monde contribue, et ainsi de suite. OK, mais avant de contribuer, il faut savoir créer la richesse, la vraie richesse qui enrichit les gens et les gens ils contribuent mieux après. Et le vrai sujet qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus ça. Et il faut à un moment donné qu'on se pose les vraies questions. Au-delà de la politique, ça n'a rien à voir avec la politique, ainsi de suite. C'est de dire, quand moi j'étais petit, je regardais le théâtre à la télé. Il y avait des acteurs de théâtre très connus, des metteurs en scène très connus. Vous en connaissez certains, pour ceux qui ont un peu mon âge, on va dire ça. Aujourd'hui, le théâtre a disparu. Le cinéma est en train de revivre un tout petit peu, et ainsi de suite. Donc, en fait, notre pays, on a envie de dire c'était mieux avant, de ce point de vue-là, du point de vue de tous ces sujets-là. Mais ce n'est pas normal. On a mis 1000 milliards dans la canne, c'est bien. On a mis 1000 milliards dans le beau stade, c'est tous les grands stades, c'est très bien. Mais sauf qu'aujourd'hui, les stades, ils vont servir à quoi? C'est 1000 milliards. Dans 6 régions, il y a 6 stades, et puis il ne va rien se passer. Je ne suis pas contre la CAN, c'était très bien, on a assuré, en plus on a eu... Il y a une étoile, hein. On a une étoile, donc on est très content. Mais en réalité, si on n'a pas de stratégie depuis la base, tous ces investissements-là, c'est super beau, ça fonctionne, mais ce n'est pas ce qui va nous sortir de l'ornière, et c'est ça le sujet. Le vrai sujet, c'est qu'il faut que, définitivement, il y ait une affirmation claire de stratégie, de dire, est-ce que sur nos piliers stratégiques pays, on a envie effectivement que ces métiers-là soient des métiers qui soient portés et qui portent une partie de notre économie. Et donc, qu'est-ce qu'on déroule derrière? C'est comme, moi je me souviens, on nous disait toujours, oui, mais on veut un pays d'éducation. Mais après, on facture, il y a la douane sur les livres et puis la douane sur les ordinateurs. Donc, à un moment donné, il faut savoir, si on veut que les gens soient éduqués, les gens aient accès à l'éducation, on doit s'assurer que ces produits vraiment sont hors douane. Donc c'est une stratégie globale. Et c'est ça qu'il faut. Moi, je suis vraiment vraiment, c'est-à-dire que j'ai même pas envie de venir. Je suis venu en retard à cause de ça. Je me suis dit, je vais venir, je vais parler. Ils m'ont dit, vraiment. Vous déjeunez ensemble, vous déjeunez ensemble. Oui, non, bon, mais en fait... C'est en toute amitié. Fabrice, il n'y a pas de problème. Non, tout à fait. Non, on travaille ensemble. Absolument. Non, en fait, non, oui, ils défendent... Effectivement, il a raison, mais en fait, au niveau de l'État, on fait beaucoup de choses. Bon, on n'a pas le temps de déblayer tout ça, mais je vais dire, par exemple, quand l'État fait 1000 milliards dans les stades, l'État donne des structures, des ressources pour pouvoir accompagner les jeunes, les entrepreneurs. Demain, nous signons un contrat de 80 millions d'euros pour l'appui aux PME. Et on a une initiative avec la BAD sur près de 145 millions de dollars pour accompagner à la fois les femmes, les jeunes et les entrepreneurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une stratégie, il y a plusieurs pans. Par exemple, on a même élaboré au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie une stratégie nationale sur le développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans laquelle stratégie on prend en compte tous les piliers, en commençant par le mindset, c'est-à-dire le changement de l'esprit des jeunes. Et ça, on part de là et jusqu'à donner l'information et jusqu'à apporter l'appui. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Et même, j'en viens, au niveau même du sport. Au niveau même du sport, nous sommes en train, avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère des Sports, et puis le ministère des Finances budget, on est en train de développer ce qu'on appelle l'économie du sport. Et sur cela, c'est de quoi créer une plateforme pour permettre de donner non seulement l'information aux jeunes sur les opportunités, mais également les former, parce qu'il y a un problème qui est important. Vous vous souvenez, désolé pour Cheikh, mais lorsque la canne arrivait, on a eu des problèmes, même pour tondre le gazon, on a dû faire recours à je ne dirais pas, mais à des gens qui viennent de l'étranger, je vais dire, à des Français. Ça veut dire quoi? Et même au niveau de la billetterie, on a eu bon, je ne vais pas revenir sur les problèmes qu'on a eus, mais même au niveau de la billetterie, on a besoin d'avoir des jeunes capables, des structures capables de pouvoir faire des billets sécurisés. C'est tout ça qu'on comprend. Avec l'information en amont. Oui, bien sûr, avec l'information en amont. Donc, c'est tout ça qu'on a besoin de prendre en charge. Et ma consoeur DG de l'AGFOP qui parle, c'est également
et comment faire en sorte que les jeunes soient au cœur de tous ces métiers-là, de tous ces nouveaux métiers, et pour pouvoir les former, pour leur permettre de pouvoir être à même de compétir. Madame a parlé des artisans. Il y a un problème au niveau de l'artisanat. Notre artisan, on a des talentueux, mais le problème qu'on a, les artisans, il manque au niveau de la qualité, au niveau de la finition, on a des problèmes. La formation. La formation. Donc, il y a tout un aspect. Donc, on travaille à la fois sur le financement. Par exemple, on sait très bien qu'au niveau des banques, il y a des problèmes de financement. Les banques financent le bas du bilan. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Tout ce qu'on essaie de développer, c'est avec là-bas le Youth Entrepreneurship Investment Bank qu'on essaie de mettre en place pour financer l'equity. Et on travaille sur différents aspects. C'est vrai, je suis d'accord avec lui. Les hommes d'affaires, les PME, et c'est le problème qu'on a avec les PME, les artisans, c'est tout le même problème, mais l'État fait beaucoup de choses. Madame, pour finir, sur l'artisanat, regardez, vous vous souvenez, il y a environ un mois, non même pas un mois, dans le mois d'août, où il fallait déguerpir la casse d'Anador. Vous déguerpir la casse d'Anador. Vous voyez bien que l'endroit est insalubre et tout ceci. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dû travailler, et même actuellement, on travaille sur le projet de la casse monnaie d'une Dautré pour pouvoir trouver un cadre idéal qui permet et qui est en harmonie avec l'aménagement urbain pour permettre aux gens de travailler. En fait, tout ceci répond à la stratégie de mettre en place des infrastructures, dédier des espaces pour que les artisans y travaillent. Ça permet de pouvoir les formaliser, ça permet de pouvoir renforcer leurs capacités et puis également, ça permettra qu'ils puissent contribuer. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, ce sont des choses. Et autant on demande beaucoup de l'État, autant on doit être capable de pouvoir contribuer. Voilà. Et donc, je voulais dire qu'on travaille sur tous les aspects. Et voilà. Merci, monsieur Conan. Il y a la part de l'État, mais aussi la part des entreprises via leur véhicule RSE, la vraie RSE, pas le greenwashing, les fameuses photos. Par exemple, Fabrice, très rapidement, est-ce qu'à Live TV, il y a beaucoup d'annonceurs locaux? Ou c'est un combat de tous les jours? Oui, on a beaucoup d'annonceurs locaux, enfin des annonceurs qui veulent commercialiser des produits au niveau local. Hein. Oui, on en a beaucoup. Très bien. On en a beaucoup. Cheikh, est-ce que les entreprises soutiennent les sportifs, pas que les footballeurs, hein, les sportifs comme toi, les jeunes qui sont dans le taekwondo, le judo, etc., dans le cadre de leur démarche RSE? Je vais revenir à ta question, mais voilà, je veux rebondir un peu sur ce que mon grand frère Fabrice a dit. Je t'en prie. Voilà, le fait que je sois champion olympique, c'est une chance. Et ça ne doit pas être une chance, ça doit être quelque chose qui doit être créé. Et quand on prend 1000 milliards pour la CAN, si moi, vous me donnez 1% de ces 1000 milliards-là, aux Jeux olympiques de Los Angeles, on a 3 champions olympiques. Bravo. Je dis bien 1%. Hein? Didier, on a des champions à l'athlétisme. Je fais sortir un champion au taekwondo parce qu'il y en a beaucoup dans les rues d'Abidjan qui adorent, plus talentueux que moi. Excellent. Et donc, voilà, j'ai eu la chance, le président Alassane Ouattara me soutient. Mais ce n'est pas le devoir du... Il y a un ministère des Sports, il y a des entreprises, je rebondis là-dessus la question maintenant. Voilà, la BADA prend 3 personnes au taekwondo. La BOAD prend 2 personnes à l'athlétisme et juste finance minimum. Et c'est comme ça que ça se passe en France, avec la SNCF. C'est pas le ministère qui fait, c'est pas les fédérations. Il y a des entreprises qui choisissent des talents et ils disent, bon, ok, il n'y a pas de problème, fais ton taekwondo. Aujourd'hui, on me dit, tu fais quoi dans la vie? Je dis, fais taekwondo. Je dis, je suis taekwondoïste. Il dit, tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis taekwondoïste. On doit voir ça comme un métier. Absolument. Il y a des jeunes qui veulent pas forcément être directeur de banque, qui ne veulent pas faire la politique, qui ne veulent pas être journaliste, ils veulent faire de l'athlétisme. Il y a des gens qui veulent faire du taekwondo. Il y a des gens qui veulent... En fait, chacun... Il faut voir ce sport-là, le sport comme un métier. Et donc, voilà, il y a aussi une volonté politique, mais il y a aussi des mentalités qui doivent changer. Et là, actuellement, la première médaille de la Côte d'Ivoire, c'était en 1984 avec Gabriel Tiako. On a attendu 40 ans après pour avoir une médaille olympique. C'est pas normal. Les Africains, à la base, on est des sportifs. On doit briller dans tous les sports. Et ça ne demande même pas grand-chose. Ça ne demande même pas grand-chose. Je vous dis 1% des 1000 milliards pour la CAN. Je vous fais sortir des champions avec des dirigeants de qualité, bien sûr. J'imagine. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Il faut aussi que les fédérations, généralement, ils attendent du ministère des Sports. Non, une fédération peut se gérer même avec des entreprises. En Côte d'Ivoire, on a combien d'entreprises? Et il y a de l'argent pour ça. Hein, il y a de l'argent pour ça. Mais voilà, au football, quand je vois des conférences de presse du football, je regarde les logos derrière, je dis, mais attends, donnez-moi juste 2 ou 3 hein, pour l'handball, pour choses, c'est pas normal. Et donc, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Tout à fait. Et là, ça renvoie à l'importance pour les entreprises d'être dans l'inclusivité.
le sport, c'est important. Le foot, il y a une nouvelle étoile, mais il y a des champions comme toi et d'autres champions. Et donc l'importance de flécher vos démarches RSE sur l'impact de l'homme à 360 degrés. Très bien. Je pense que quand vous parlez des 1%, M. Conan est en train de noter. Didier, tu as un stylo pour M. Stéphane, juste pour ajouter Oui, je t'en prie. une petite note à ce que disait Cheikh. Nous, chez Vaudou, par exemple, dans notre démarche fondamentalement RSE, on a un programme qui permet de suivre des jeunes des quartiers défavorisés au tennis. Donc, on n'est pas sur le football, on n'est pas sur le taekwondo, mais on est sur le tennis. Et donc, on est aujourd'hui la 5e génération de jeunes. Chaque année, on en prend depuis quelques années. Et donc, on espère demain avoir un d'entre eux qui se retrouve à Roland-Garros ou ailleurs. Voilà. Excellent, excellent. Merci. Madame Caboret, même question. Est-ce que les entreprises vous soutiennent? Les entreprises ou les banques? C'est une entreprise, une banque. C'est une affaire de secteur. Hein. Là, je vais peut-être en fâcher quelques-uns encore, parce que dans tous les domaines, malheureusement, les banques nous servent de coffre-fort. Tous les jours, on s'en va déposer de l'argent et on n'a pas vraiment accès au financement. C'est le nerf de la guerre. Il n'y en a qu'une que je connais qui peut... mais comme il y a beaucoup de banquiers ici, je préfère ne rien dire. Mais c'est très, très, très compliqué. Parce que déjà, monsieur, ce n'est pas une attaque. C'est très bien ce que vous avez fait à la casse. D'essayer de les reloger, de les mettre quelque part. Mais ce laps de temps pendant lequel ils n'ont pas travaillé, est-ce qu'il ne fallait pas en profiter pour les former, pour dire que voilà, vous allez être placés dans telle zone, mais ça ne se passera pas comme avant. Voilà, il faut que vous déclariez votre société, il faut que vous fassiez des factures, enfin les emmener vers une démarche qualité. Ce laps de temps-là, ça permettrait d'éviter beaucoup de problèmes. On nous dit de créer des industries. Moi-même, j'ai fait plusieurs Africa Santé Expo sur l'industrie. On a fait la déclaration d'Abidjan. Merci beaucoup. Vous avez permis de supprimer tous les intrants et matériels qui rentrent pour l'industrie pharmaceutique. Mais qui travaille là-bas? Franchement. Même à la fac, on n'a pas de réel département industrie. Donc, une industrie étrangère va venir s'installer en Côte d'Ivoire, va prendre un pharmacien ou un phytothérapeute, un tradipraticien, l'emmener dans son pays parce qu'il faut avoir au moins un pharmacien dans son staff, le former, et tout le plateau technique sera étranger. Ça, c'est un réel problème. Tandis que si, à la fac de pharmacie, on avait un réel département pharmaceutique, on ne serait pas 3000 pharmaciens inscrits à l'ordre et installés, dont 600 en liste d'attente. La pharmacie, ce n'est pas que ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, former. À un moment, ils ont formé les BACA, les conducteurs de bus, pour leur apprendre à lire, à écrire et faire un peu de gestion. Mais ils n'en ont formé que 60. Et puis après, ça a disparu. C'est dans tous les domaines que vous devez faire ce type de formation. Apprendre à lire et à écrire, accès au savoir à l'heure du numérique, apprendre à utiliser le numérique, etc. Nous, dans certaines associations dans lesquelles je milite bénévolement, on a fait des cours d'alphabétisation pour les femmes. Eh bien, on a eu 100% de réussite pour ces femmes qui sont mères au foyer au CEP. Ça veut dire que c'est possible. Absolument. Vous comprenez ce que... Enfin, je ne sais pas, mais ce n'est pas des attaques personnelles. Mais je crois que tout ce que Fabrice a dit, moi, je suis d'accord. Et une table pour toi, Didier, hein, au déjeuner. Didier, c'est pas Fabrice seul qui va aller manger, parce que moi aussi, je vais vous dire, c'est que la remontrance. On a décidé de faire des soldes. Bon, hein, on fait des soldes. On fait des soldes. Même pas une heure après avoir apposé le panneau solde,
ministère du Commerce. Venez nous justifier ceci, venez justifier. Et là, j'ai commencé des promotions pour pouvoir renouveler le stock. Et bien, ce matin, on m'a envoyé, hier nuit, que le ministère du Commerce demande toutes mes factures, tous mais franchement, vous pensez que... Qui a dit que l'Afrique, c'est difficile, là? Fabrice. Non, des fois, je me demande pourquoi je continue à travailler. Parce que tu as envie de faire des choses. Déjà, ressources humaines, il n'y en a pas. Grande sœur, nous tous. Tu es obligé de faire... Moi, à mon âge, je suis obligée de faire tout moi-même. Sinon, ça n'avance pas. Donc, lundi, je suis convoquée chez vous. D'abord, ils avaient dit aujourd'hui, mais j'ai dit que j'étais sur un panel. Ils ont accepté de reporter pour lundi. Attends, je sais, je n'ai pas la parole, mais je veux dire qu'en fait... Mais ça coupe l'énergie, quoi. Non, je peux comprendre. Bon, je pense que quand vous passerez, on aura le temps d'échanger. Mon collègue du commerce intérieur, directeur général du commerce intérieur, Croissant, aura le temps d'échanger. C'est vraiment le temps d'échanger avec vous. Que je connais bien. Voilà, aura le temps d'échanger avec vous sur les éléments. Mais sur la pharmacie, ce que je veux dire, et c'est ce que je disais à Fabrice tout à l'heure, dans notre programme national de développement, nous avons fait une stratégie de développement en cluster, comme en grappe. On a 7 clusters prioritaires, dont l'industrie pharmaceutique. Ça veut dire que, et même l'industrie textile également est prise en charge. C'est important. Et donc, ce qui veut dire que je reviens sur l'industrie pharmaceutique pour dire que les problèmes que vous posez de formation des pharmaciens, de toute la chaîne est prise en compte. Et nous avons élaboré des documents de filière autant pour l'industrie pharmaceutique, pour le textile. Pour le textile, avant, on avait quoi? On avait Cotivo, on avait Utexi, on avait tout ça qu'il faut remettre en place. Donc, on a une stratégie. Et même l'automobile, on a même une stratégie sur le développement de l'industrie automobile. Même les bâtiments, les matériaux de construction, on a également une stratégie. Mais en réalité, on déploie ces éléments-là. Je comprends que vous soyez, les privés, enfin, les acteurs soient un peu peut-être impatients ou bien pensent que l'État est lent, mais on a une stratégie, on essaie de développer ces différents éléments. Et croyez-moi, même sur le textile traditionnel, on a un projet, il y a des documents qu'on a préparés pour qu'on puisse aller davantage au niveau de la fixation des couleurs, même au niveau du coton. Même le coton avec lequel vous travaillez, il est importé. Alors, donc, tout ça, on y travaille. Mais bon, très souvent, vous pensez peut-être qu'on ne fait rien parce que vous n'avez pas encore le résultat. Mais je vous assure... Je veux juste dire quelque chose. Il reste vraiment un budget de temps plus que limité. Est-ce que vous trouvez normal que... La table est prête, Didier? À l'enregistrement, il n'y ait que 10 produits homologués. Il n'y a que 10 sur les 300 produits que vous voyez partout, il n'y en a que 10. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. Ce n'est pas qu'on ne veut pas aller enregistrer nos produits, mais c'est tellement cher que celui qui peut payer son billet d'avion pour aller dans un pays voisin peut aller faire homologuer ses produits. Mais ici, pour homologuer un produit phytothérapique, il faut au moins 4 millions. Moi, je fabrique des infusions, j'en ai 15. Vous imaginez combien il me faut? Donc, les banquiers, je vous attends parce que là, on va nous taper dessus dans 3 mois pour les produits qui ne sont pas enregistrés. Je dois aller à l'étranger le faire parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est 4 millions au moins par produit. Dans un pays voisin, c'est à peine 1 million. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de freins dans l'industrie. Et puis, je termine. Le savoir-faire, vous ne le soutenez pas. Je parle à tout le monde. Là, je parle à tout le monde. Moi, en tant que marraine des praticiens de Côte d'Ivoire, on essaie de sauver notre savoir. Mais si on continue comme ça, dans 5 ans, notre médecine traditionnelle va disparaître. Il n'est pas normal qu'un pays comme la Côte d'Ivoire n'ait pas d'institut de recherche. Et c'est ce qui est la porte ouverte à tout. On a acheté un terrain qui est à 60 km d'Abidjan.
Je vais vous dire, les jours où on fait les journées de la médecine traditionnelle, il y a 2 Chinois, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, il y a 2 Chinois qui sont là et qui sont prêts à financer. Pourquoi? Parce que personne ne... Je vois mon frère banquier qui est devant moi. Et il n'y a personne pour financer. Et bien notre savoir-faire, c'est moi seul qui essaie de freiner les tradis pour ne pas qu'ils acceptent l'argent des Chinois. Très bien. Parce que notre savoir-faire va partir en Chine et maintenant, eux, ils vont nous ramener avec nos formules, ils vont nous ramener nos produits qu'on va acheter. Et on sera tout content d'acheter, comme elle a dit, c'est pareil pour les vêtements, on est tout content d'aller acheter à l'étranger au lieu de soutenir notre savoir-faire. Local. Et je la félicite. Très bien. Je la félicite pour son industrie textile. Merci. Peut-être avant les mots de fin, Didier, tu veux peut-être... ok. Très bien. Ben, nous sommes arrivés à la fin de ce beau panel. Très passionnant. Oui, bien sûr, tu auras un mot de fin qui va se poursuivre au déjeuner. Hein. Fabrice, ton mot de fin, ta solution pour faire peser un peu plus les industries créatives dans nos PIB respectifs. Alors moi je pense que c'est un projet commun en fait. C'est un projet commun avec d'un côté les pouvoirs publics. Je pense que c'est bien d'avoir une vraie stratégie, d'avoir de vrais moyens pour accompagner depuis la base, je dirais, ce type d'ambition-là. Ensuite, il faut qu'il y ait une implication de tous les acteurs environnants, que ce soit les institutions, même le privé, hein, que chacun se sente utile à accompagner des projets de ce type. Tout ne peut pas revenir à l'État de façon systématique. Il faut aussi qu'on puisse tous, que ce soit le privé, les institutions et tout, accompagner ce type de projet. Il faut aussi, après que toutes les personnes jeunes ou moins jeunes qui sont actives, tous les impétrants qui sont actifs dans ce type de projet-là, fassent preuve non seulement de créativité, mais aussi de pertinence. Parce qu'il y a beaucoup de projets, des fois, qui sont très créatifs, très sympathiques, mais qui ne sont pas forcément très pertinents. On aura l'occasion d'en reparler peut-être au déjeuner avec justement la promotrice de tout ce qui est vêtements. Pour moi, c'est un sujet, par exemple, important parce que ça m'a toujours fait rire de voir que le wax hollandais, et qu'en même temps, nous, on a tous été choqués. Hein. Voilà, et tout ce qu'on peut voir chez nous après, c'est vrai en termes de vêtements, sont des fois dans des comment on dit, des tissus qui ne sont pas forcément adaptés à nos climats des fois, quand c'est créatif. Le façon dont Fanny, j'ai essayé, par exemple, je n'y suis pas arrivé. Voilà, c'est aussi... Voilà, donc en fait, il y a quand même de vrais sujets. Après aussi, les prix, elle parlait de Zara, par exemple. Quand tu vas chez Zara, le panier moyen d'un vêtement chez Zara, c'est 20 €, hein, en réalité. C'est pas, si on ne va pas chez Vuitton ou chez Hermès, c'est 20 €. Donc, c'est fait qualitativement, à petit prix. Donc, ça permet à tous d'accéder. Donc, il y a vraiment de vrais sujets aussi de pertinence dans tous nos métiers, hein, que ce soit des métiers créatifs, des métiers pour arriver avec un produit qui soit de belle facture, à un coût abordable et qui intéresse vraiment les publics cibles. Donc, c'est vraiment... Je dirais que c'est une sorte de deal global entre tous les acteurs du secteur. Voilà. Merci Fabrice. C'est moi. Monsieur Conan, 30 secondes et 40 centièmes. Donc, non, moi je veux simplement dire merci à Didier d'avoir permis ce cadre-là et de permettre à madame de savoir que nous existons. Ça également, donc il faut que vous alliez à l'information. Il y a un ensemble de choses, d'informations qu'on peut vous donner qui va permettre... D'accord, donc il y a un ensemble d'informations et il y a un cas de dialogue public-privé que l'État, enfin qu'on anime avec le secteur privé. Et moi, je veux dire qu'il y a l'État, pour tous les domaines d'activité, nous avons au niveau de l'État des stratégies et qu'on déploie. Certaines sont encore en train d'être maturées, certaines sont en cours et tout ça, certaines ont déjà des effets. Donc, on déploie, que ce soit au niveau des industries créatives, que ce soit au niveau du sport, taekwondo, tout ça, enfin, football, canoë, kayak et tous les sports. Donc, également au niveau de l'entrepreneuriat, on a développé une stratégie et on fait également beaucoup de choses au niveau des artisans qu'on forme, n'est-ce pas, qu'on finance, par exemple, aux foires. J'accompagne souvent, on finance parfois les gens pour les foires et tout un ensemble de choses. Même pour le pain tissé, on travaille avec les différents artisans sur le pain tissé. Donc, je veux dire qu'on fait beaucoup de choses. Parfois, c'est un problème d'information. Et puis également, voilà, il y a des choses qu'on peut régler par l'information en échangeant, en communiquant. Merci beaucoup. Merci, monsieur Conan. Nous sommes ouverts.
Maryse, merci Monsieur Conan. Bon, le cabinet du ministre se trouve au 18e étage du Postel, 2001. Moi, ma direction générale se trouve à la tour A, au 6e étage. Croisant, il est... Bon, ok. Donc, ok, merci. Merci. Maryse. D'abord, je voudrais vraiment remercier Didier et son équipe, parce que comme Fabrice, j'avais aussi décidé de ne plus participer à ces forums trop théoriques, en général entourés de beaucoup de membres des institutions de Bretton Woods qui sont très loin des réalités. Et je trouve vraiment, Didier, bravo pour la qualité de ce forum. Moi, c'est ma 2e édition, mais c'est le forum le plus proche des réalités africaines. Et là, je crois que c'est déjà le début de la stratégie. Vraiment, c'est le... Et la deuxième, juste pour rebondir à ce qui a été dit précédemment sur les industries culturelles et créatives, la solution, finalement, c'est ce que Didier et son équipe, ce pourquoi ils militent, c'est créer des champions. Peut-être moins diluer les financements, les efforts également, et se concentrer sur quelques acteurs clés qui peuvent être des champions dans les industries culturelles et créatives, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un véhicule énorme de soft power. Parce que quand on voit, je prends l'exemple, on n'en a pas parlé, c'est pas normal dans un panel sur les industries culturelles et créatives, c'est l'industrie de la musique au Nigeria. Et aujourd'hui, on leur dit vraiment chapeau parce que c'est la locomotive qui va tous nous... Voilà, ils chantent en pidgin English du Nigeria, ils ne prennent pas des accents américains et ils percent partout. Donc si on arrive à le faire pour le sport, l'artisanat, la mode qui sont interconnectés, on arrivera à rendre ces industries attractives, premièrement, et créer de petits champions pour y arriver. Donc merci encore Didier. Merci Maryse. Madame Caboret. 30 secondes. Le temps que je les remercie, c'est fini. Non, je vous en prie. Bon. Allez-y. Je remercie vraiment Didier et Joël parce qu'il nous a permis de nous... Mais je n'ai pas réussi à prendre la parole comme mon petit frère Fabrice là-bas au bout. Mais tout ce qu'il a dit, c'est ce que j'aurais pu dire. Et je félicite Maryse parce que je viens d'une famille, la première industrie de coton, de textile de Côte d'Ivoire, et qui s'appelait Gonfreville, c'était ma famille. Et j'étais très fière, toute petite, d'aller à Paris ou quoi et de voir dans les magasins des nappes Gonfreville, etc. Et moi, je m'étais dit, bon, vous savez, on ne choisit pas son métier. Hein. À mon époque, ton père est si, tu fais ça. Celui qui va comprendre, il a dit, il ne peut pas porter le faso d'Anfani. C'est améliorer nos pagnes traditionnelles et les rendre compétitifs sur la chaîne internationale. Parce qu'elle est produite, mais elle exporte beaucoup. Mais si quelqu'un arrive à transformer en plus léger ou plus fin, etc., parce que même les soies que les dames portent avec les motifs africains, ce n'est pas africain. Donc, il faudrait les faire en Afrique. Donc, on attend à la 3e édition. Elle va venir nous dire qu'elle a monté l'usine de pagne traditionnelle. Et j'attends, hein, j'irai à l'inauguration. Et franchement, je pense qu'il y a un tellement fort potentiel en Afrique, mais on ne comprend pas souvent. Et puis, il y a un réel problème, c'est la concurrence. La concurrence, quand un fait ça, l'autre, même s'il fait autre chose, il va se dire que chez toi, ça marche et il va copier. Donc, on nous dit d'être sur les réseaux sociaux, de vendre, etc. Moi, je vous avoue que pendant 1 an ou 2, je ne mettais plus mes produits sur les réseaux sociaux. Parce que tu n'as même pas commencé à le vendre, que déjà tu vas à une soirée, il y a quelqu'un qui porte le modèle que toi-même tu as créé et que tu n'as même pas mis en vente. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc déjà, nous-mêmes, entre nous, Africains, il faut qu'on soit solidaires. La solidarité africaine n'existe que les jours de funérailles, malheureusement. Et au moins,
Didier et Joël ont été solidaires parce qu'ils nous permettent de prendre la parole, mais ce n'est pas suffisant en fait. Merci, merci Madame Gabory. Cheikh, ton mot. Alors, c'est d'abord de dire merci à mon grand frère Didier ainsi que toute son équipe. Et voilà, mon mot de fin, c'est juste attirer l'attention de toutes les sociétés, d'être un peu plus flexible sur le sponsoring de d'autres sports, le football, le tennis, le tennis, le taekwondo. Et parce que voilà, c'est pas un geste qui est fait en vain, parce que ça contribue à la promotion de notre pays. J'ai vu tellement de jets privés pour la CAN. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue la destination de tout le monde, juste par rapport à la CAN, à la communication de la CAN. Et ça permet aussi de réaliser des rêves. J'ai toujours rêvé d'être champion olympique, et juste parce qu'une personne a cru en moi, a misé juste un petit fonds, j'ai pu réaliser mon rêve, et aussi le rêve de toute une génération, toute une jeunesse. Ça permet aussi la paix, de contribuer à la paix, parce que à la CAN, durant la CAN, on a vu tout le monde, de tous les bords réunis, sans parler de politique, tout le monde était réuni. Ça permet aussi à l'éducation. Le taekwondo m'a éduqué. Moi, j'ai commencé le taekwondo, pourquoi? Parce que mon père ne voulait pas que je me disperse après les cours. Et donc là-bas, c'est comme l'armée. Ça éduque nos jeunes, nos enfants. Ça donne aussi une place assez respective sur la carte du monde. J'étais en Colombie pour une compétition, et un monsieur m'a demandé de donner des RS. D'où tu viens? J'ai dit Costa de Marfil. Généralement, quand je suis très loin de mon pays, quand il dit Costa de Marfil ou bien Côte d'Ivoire, on me dit où? Je suis obligé de dire Didier Drogba, pour qu'on puisse connaître mon pays. Mais quand il dit Costa de Marfil, il m'a dit Felicidades. Felicidades, il dit pourquoi? Il dit pour la Copa de Africa, pour la Coupe d'Afrique. Donc juste en Colombie, les gens ont suivi le sport. Et donc ça aussi, ça rend fier. Ça rend fier, pourquoi? Parce qu'on était 13 aux Jeux Olympiques. Tout le monde a perdu, malheureusement. J'étais le seul, le dernier. Quand j'ai eu la médaille de bronze, on me dit la médaille de bronze qui vaut de l'or. Tout le monde était content, même la sous-région. Ce qui a permis à ce que je sois l'unique médaille de bronze de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et donc, soyez assez flexibles, et merci aussi à mon grand frère. Merci. Bravo, Cheikh. Peut-être un témoignage d'une entrepreneure, Madame Touti, très rapidement. Micro, et après Didier. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis très ravie d'être aujourd'hui ici parmi vous. Je remercie Didier pour cette belle initiative, et je remercie aussi ma sœur Seynabou Dia qui a tenu à ce que je participe à ce panel des industries créatives et culturelles qui me tient beaucoup à cœur. Je suis à Abidjan depuis jeudi. Je viens chaque année pour participer à la vente privée de Tata Sidibé, Afrique 2.0, qui réunit beaucoup de femmes entrepreneurs du continent africain. Cette année, notre invitée était la vice-présidente ghanéenne, Samira Bawumia, qui inspire énormément à travers l'Afrique par son style, par tout ce qu'elle véhicule. J'ai été ravie aussi quand Seynabou m'a envoyé le programme, de voir que Maryse était dessus. Ça fait 2 ans que je cherche à la rencontrer. Je suis la styliste de Kumbaso qui m'a beaucoup parlé de vous, parce que Touti s'exporte un peu partout dans la sous-région. Je me présente, Touti, créatrice de la marque éponyme et présidente fondatrice d'Atelier 221, qui est un consortium de design sénégalais qui cherche à promouvoir les industries créatives et révéler le haut potentiel de ce secteur. J'avais tellement à dire, mais Madame, vous, Monsieur Fabrice, avez sorti tous les mots. On a envie de crier. C'est fatigant d'entreprendre en Afrique. Aujourd'hui, ça va faire 20 ans que j'entreprends. J'ai 44 ans aujourd'hui. J'ai commencé il y a très longtemps. Parce que tout de suite, j'ai voulu entreprendre, créer beaucoup de choses. Mon expérience a fait que je me suis retrouvée en France suite à mon mariage. Et j'ai vu que c'était un pays très développé. Je n'étais jamais sortie de mon pays. Et je demandais à ma mère à quel moment ils ont commencé à travailler. Je regardais les métros. J'étais impressionnée par tout. Et un bon jour, comme j'aime la mode, je me promène tout le temps sur Avenue Montaigne et je marche pour voir les vitrines rêves. Et je rêvais. Et un bon jour, je tombe sur Karl Lagerfeld.
sur l'autre palier. Et je traverse, je vais le voir. Et comme je suis spontanée, genre, Monsieur Lagarfel, bonjour, genre, on se connaît. Il me regarde de haut, donc il me prend, il me dit, mais bonjour, vous êtes jolie, vous êtes bien habillée. Et j'étais flattée. Cet accent, vous êtes d'où? Du Sénégal. Vous connaissez? Il me dit non. Par contre, j'ai un bon bijoutier qui me fait mes bijoux. Il est du Sénégal, il s'appelle Moko, qui fait la marque Chrome Heart. Donc, suite à cette expérience, ils m'ont introduit dans le milieu de la mode française. J'ai travaillé chez l'éclaireur avec Armand Adida, après chez Colette, après j'étais responsable chez Carré Blanc qui fait du linge de maison. Suite à toutes ces expériences, avec la naissance de mes enfants, Sarkozy a mis le statut auto-entrepreneur, donc j'ai commencé à travailler et vendre sur les sites au féminin et autres. Après ces expériences, je dis à ma mère, je veux rentrer au Sénégal. Ma mère ne comprend pas. Bijou, qu'est-ce que tu vas faire à Dakar? Il n'y a rien là-bas, ceci, cela. Bon. Je lui dis la même énergie que je déploie ici, je le déploie chez moi, je réussis. J'ai plié bagage, j'ai laissé tout le confort parisien. Je suis retournée à Dakar et j'ai monté la marque Touti, qui a 10 ans aujourd'hui. En 20 ans d'entrepreneuriat, je parle aux banquiers. Je fais du chiffre d'affaires, minimum 200 millions de chiffre d'affaires par an. J'emploie 25 personnes. Aucun financement. Le seul financement que j'ai reçu de mon État, c'est la DER. Et quand ils sont venus me demander, je leur ai parlé du projet foncier, de mon rêve d'industrialiser, d'augmenter tout. Et d'accord, tu as besoin de combien? 100 millions pour pouvoir investir. D'accord, on étudie, on revient avec 20 millions. Je leur dis, je n'en veux pas. 20 millions, je peux les travailler moi-même. Ils m'ont dit, d'accord, prenez, vous travaillez, vous remboursez, après on verra. Je l'ai pris, j'ai acheté de la matière première. Aujourd'hui, je rembourse, je paye quand je peux. La plus grande fierté aujourd'hui en Afrique, c'est de voir toutes ces femmes, que ce soit notre président de la République, que ce soit sa première dame qui porte nos tenues et qui se promène dans l'Élysée, que moi je porte mes vêtements, que je rentre aujourd'hui chez Chanel ou je vais chez Sandro et qu'on me regarde, on me dit, madame, vous êtes bien habillée. Et je dis, c'est Touti. Ma mère qui rigole, il me dit, toi, t'as cassé où même? Je lui dis, j'ai cassé partout. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas retenir la parole trop longtemps parce que le secteur des industries créatives est un secteur vecteur de richesse, pourvoyeur d'emplois, qui est souvent négligé par nos gouvernants. Vous l'avez dit tout à l'heure, dès qu'on parle de textile, mode, fashion, souvent on pense fashion show, cocktail, on applaudit. Après, so what? On ne peut pas se développer sans industrie. Aujourd'hui, dans toute la salle, tous les messieurs qui sont là, ou les femmes, on peut être habillé par des marques. Monsieur le DG de l'entrepreneuriat, j'espère seulement que ce que vous portez est créé par des designers ivoiriens. Je vois monsieur Fabrice, qui est en costume africain. Donc, madame qui est en façon d'enfanier pour faire un clin d'œil. Ça encourage les entrepreneurs. Autre chose, monsieur le DG, quand on vient à Abidjan, moi ici, c'est le seul pays africain que je connais. Je viens depuis bientôt 5 ans chaque année. C'est un pays que j'aime beaucoup. Quand je pars, je prends la tchéquée. On parle de libre-échange, de la ZLECAf, en CEDEAO. Je peux venir ici avec juste ma carte d'identité parce qu'on est en Afrique. Mais quand on arrive, bon, je ne sais pas comment ça se passe à Dakar quand les Ivoiriens amènent, mais nous, dès qu'on vient pour participer à une exposition ou autre chose, la douane abidjanaise nous fatigue tellement qu'on a juste envie de reprendre nos affaires et de retourner. C'est un échange. Moi, quand je viens en Côte d'Ivoire, je suis en Afrique de l'Ouest. Je me sens chez moi. En retournant, je ne prends pas que de la tchéquée. J'achète des tissus. Hier, j'ai été à la rue du Commerce. Ces tissus, je les transforme. Donc, on participe à l'économie de ce pays et je pense que c'est vice-versa. Okay. Pour Merci. terminer juste mon témoignage, je remercie Didier pour cette belle initiative que j'ai eu l'opportunité de rencontrer au Caire, que l'ADPME nous accompagne souvent. Mais ce n'est pas juste des voyages où on est là, où ils essayent de nous vendre des choses. Il faut que l'Afrique puisse vendre. Il faut que l'Afrique a toujours inspiré. Je dis souvent, même le nom de notre continent n'a pas été choisi au hasard. On a un continent Afrique.
On a toutes les richesses tant convoitées de ce monde. C'est comme si j'étais assise sur une mallette en or et je tends la main. Tant que l'Afrique ne peut pas habiller ses enfants et les nourrir, on sera toujours demandeur. Et il faut changer cette narrative. Et je vous remercie. Merci. C'est la Merci. Merci beaucoup. Didier. Merci beaucoup. Merci, Steve. Non, mais merci à tous. Ce n'est pas du tout pour reprendre la parole alors que la conférence n'est pas terminée. C'est juste pour apporter 2 éclairages. Bon, il y aura une conférence de clôture à 17h et vraiment, venez tous parce que c'est à ce moment-là qu'on essaie de tirer les conclusions de ce dont nous avons discuté pendant le forum en cours. Je vois Habib qui était à Nairobi en 2015. Habib connaît Banque Atlantique. Et Modeste le disait ce matin sur le panel, mais il n'a pas été au bout. C'est que Modeste, à l'époque, cherchait un financement pour son entreprise en Côte d'Ivoire. Il parlait à des banques. Et c'est en venant à Nairobi, en faisant un B2B avec Habib, qu'ils ont discuté et qu'il a débloqué son financement. Parce qu'Habib a compris tout de suite l'intérêt de son business et dit bien sûr, nous, on va t'accompagner. Donc, en fait, ce n'est pas un forum pour discuter. Et Fabrice, je suis sensible que tu sois revenu parce que je sais que tu ne me refuserais et je te remercie encore, comme tout le monde d'ailleurs ici. Et je vous en remercie parce qu'à chaque fois, on dit on se retrouve, tout le monde vient et c'est magnifique. Merci. C'est pas un talk show. Moi, dans la vie, j'ai un métier. Donc, ce n'est pas ça mon métier. Donc, on fait ça, on prend du temps avec les équipes, on met notre argent, on vise les sponsors. C'est pour qu'il y ait cet espace d'échange et que vous puissiez dialoguer, vous rencontrer. On ne gagne pas d'argent avec ça. On finance même en partie Afrique Search, cet événement. Donc, ce n'est pas un talk show comme les autres et c'est ces interactions qu'on veut créer. Les personnes qui ne se rencontrent pas au quotidien ou qui se regardent de loin, on les fait asseoir dans la même pièce pour discuter, dire ce sont les problèmes que nous rencontrons, il faut qu'on les règle. Et nous avons trop de problèmes à régler en fait. Et c'est trop long, les processus sont trop longs et trop lents et on désespère. Moi aussi je suis un entrepreneur, nous avons des filiales en Afrique, nous désespérons. Nous prenons plein d'initiatives, nous désespérons, mais on ne peut pas désespérer parce que c'est notre continent. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Donc c'est pour ça que nous faisons tout ça. Donc ce n'est pas un talk show. C'est ce que je voulais préciser dans un premier temps. Et puis surtout, c'est qu'on fait évoluer les choses grâce à cette conférence, qui est plus une conférence. Lorsque cette année, on décide de dire on veut créer plus d'emplois, il y a des secteurs qui sont négligés, comme les industries créatives, comme l'industrie du sport, et que chacun accepte de venir, de prendre son temps, de passer 48 ans avec nous, que Maryse vient et que vous êtes tous là, c'est parce que nous sommes conscients qu'il y a des vrais enjeux, des vraies urgences de création d'emplois et de développement économique. Vous savez, ce qu'on voit dans les pays du Sahel, mais c'est un vrai danger, c'est-à-dire le danger à nos portes. Et c'est ça qui nous inquiète. Donc, quand chacun accepte de venir, c'est parce que dans la réflexion, et Maryse était à Kampala, il y a 2 ans, au SME Forum, Maryse, qui a d'ailleurs remporté le prix de la meilleure PME cette année-là, avec tous les prix qu'elle avait déjà eus par ailleurs, c'était pour dire c'est une industrie qu'on néglige. On a du coton, on peut créer une industrie. Ce que le Rwanda fait actuellement, en ayant dit à Goa non merci, on va créer une industrie textile, c'est courageux. D'autres pays devraient le faire parce qu'on a un marché intérieur. Donc quand Maryse vient, quand Cheikh vient et que nous décidons cette année de pousser cet agenda, c'est parce qu'on sait que c'est un agenda qui peut créer des emplois et des industries. Et lorsque Serge Ekoué, c'est vrai, Fabrice, à l'époque, parce que la BOAD ne finançait pas d'industrie créative, lui, il est président d'une institution, Ekoué, qui était là toute la journée hier, il dit, pour l'instant, moi, je viens d'arriver, j'ai quelques priorités que mes actionnaires, les États m'ont données, je vais là-dedans, mais je regarde ces opportunités. Donc, quand Serge passe la journée avec nous hier, il peut envoyer un directeur département, un vice-président. Non, Serge Ekoué, président de la BOAD, vient s'asseoir avec nous pour discuter avec nous. Quand le président Labadea vient s'asseoir avec nous pour discuter pendant 2 jours, il prend son temps. C'est des gens qui ont d'autres choses à faire. Mais quand ils viennent au SME Forum, quand Félix BR vient bien, quand ils viennent tous, c'est parce qu'ils ont compris que la question des PME est cruciale. Ils ne viennent pas juste pour faire du show. Pour faire le show, il y a le Davos, il y a AIF, il y a tous ces grands forats, Yacine, tu vois, auxquels ils peuvent venir. Je ne dis pas que ce n'est pas pratique, mais quand on parle PME, ça n'intéresse pas grand monde en général. Didier,
Je te Attends, prends en mot, je te prends en mot. Oui, attends. J'attends le prochain rendez-vous avec Serge Ekoué et toi-même. Mais tu Et vas puis le l'avoir. président de la BADEA. Eh bien, tu vas l'avoir. Je C'est veux. pour ça que je t'ai fait Tout de venir suite, je suis aujourd'hui, preneur. justement. Je suis Parce que preneur. le président de la BADEA, quand je lui ai dit, on va faire venir des gens comme Fabrice, des gens comme Cette Info, des gens comme Chèque, Maryse qui revient, ils m'ont dit, mais Didier, tu as raison. C'est ça que tu fais qui nous plaît. Et on sera là. Ils n'ont pas de temps à perdre. Vous croyez que BADEA a plus de 20 milliards de dollars de ressources à déployer? Vous croyez qu'il a du temps à perdre, venir s'asseoir 2 journées ici pour parler PME qui ont besoin de 50 000, 20 000 dollars? Non. Non. Donc, quand ils acceptent de venir, c'est parce qu'aujourd'hui, tu seras là. Que tu seras là, que tu seras là, que tu seras là. C'est pour ça qu'ils viennent. Ils ne perdent pas leur temps. Donc, c'est juste que c'est un agenda qui est long. Et nous sommes dans des processus longs. Si on n'était pas dans ces processus, bien sûr que nous serions très loin. Sauf que c'est la réalité. On ne va pas d'une baguette magique changer notre réalité. Donc, et c'est pour ça que moi je suis sensible quand vous prenez votre temps pour venir discuter de ces sujets. C'est ça nos priorités. Serge Ekoué, tu vas voir, BADEA, vous allez voir, ils vont financer les industries créatives et les industries sportives. Parce que c'est ça, moi, mon combat actuellement avec eux, en plus des autres industries. Et vous allez voir, nous allons y arriver. Maryse, ça fait 2 ans qu'on discute. Non, mais en fait c'est pour ça qu'on se bat tous. Maryse, ça fait 2 ans qu'on discute. Elle a des projets industriels en plus de ce qu'elle fait déjà. On aurait dû signer une convention hier avec la BADEA. C'est juste que le service juridique n'avait pas encore finalisé la discussion. Sinon, c'était quelque chose qu'on aurait conclu hier. Et tu le sais, Maryse, on en parle tous les jours. C'est fatigant, c'est vrai. Mais on y arrive. Ça prend du temps. Donc, soyons juste un peu patients. Mais notre engagement collectif, c'est la preuve qu'ensemble, chaque année, quand on se retrouve, on fait bouger les lignes. Ça ne bouge pas assez vite. Moi, je suis le premier, je suis d'accord avec vous. Ça m'épuise. Qu'on passe du temps sur ces sujets, ça nous épuise tous. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas qu'on lâche. Parce que si on lâche, on laisse le continent aux autres. Si vous voulez que les Chinois s'installent, les Russes s'installent, les Turcs s'installent, et nous, nous, on nous jette à la mer, en fait, c'est ce qui va se passer. Nous, on va nous jeter à la mer, dire, vous êtes bien gentils. Eh bien oui, vous êtes bien gentils, mais en fait, typiquement, ce qui a été fait avec les... On va dire, vous êtes bien gentils, mais ce n'est pas chez vous. Allez, oust. Donc, on n'a pas le choix. C'est long, Fabrice, tu le sais, c'est long, Maryse, c'est long, Linda, c'est long. Il faut qu'on soit encore vivant quand ça va arriver. Mais non, si vous nous laissez trop longtemps dans le noir. Non, on va le voir de notre... Peut-être pas assez, mais on va voir une partie de notre vivant. Oui, ça, bien sûr. Mais je te taquine, Didier, et mais on est d'accord. Le fait qu'on soit tous là, c'est parce que nous allons le voir de notre vivant. C'est la précision que je voulais apporter pour dire effectivement que ce n'est pas un talk show. Et à la fin, on va faire encore un peu des recommandations qu'on va essayer de suivre. Convaincre les gouvernements, c'est lourd. Silver est là. Un État, c'est une administration bureaucratique, surtout dans nos pays, l'héritage qu'on a. C'est une bureaucratie sans nom. Sans nom. Et on se demande si les États sont conscients des urgences. De temps à autre, bon, les infras, c'est sympa, on veut des infras. Mais une fois qu'on a fait des routes, et le reste, qu'on s'est mis un peu d'argent dans la poche, et le reste, non mais sérieusement. Donc, de temps à autre, non mais c'est vrai, on perd la priorité des situations. Et nous sommes dans une situation d'urgence. Donc c'est ce que je voulais préciser. On aura l'occasion de se reparler à 17h lors de la conférence de clôture. On fait ça pour faire avancer l'agenda. Et vous êtes tous là pour qu'on fasse avancer l'agenda. Et nous mettons notre énergie à tous pour le faire avancer. Et ça va avancer parce que nous sommes déterminés. Et c'est une question de survie. Où est Paolo? C'est une question de survie. Non, tout à l'heure. Donc vraiment, j'ai pris beaucoup de temps, mais c'était juste pour bien préciser pourquoi nous sommes là et qu'à la fin, à 17h qu'on se retrouve, des recommandations, on les note, on les pousse, et même si sur 50 recommandations ou 20, il y en a une qu'on réalise, c'est un pas de fait. Donc, aucun pas n'est à négliger. Merci pour votre patience et de m'avoir écouté, mais c'était juste pour préciser cela, en sachant que la discussion continue. Merci. Didier, pendant que tu remets le micro... Merci Didier. Joël-Éric, je te laisse là. J'apprends vite de Fabrice rapidement. Juste pour les industries culturelles et créatives, je voulais aussi donner l'exemple, l'industrie du cinéma. Je crois que tout le monde a vu le film Wakanda, par exemple. Donc si on ne prend pas l'urgence
de réaliser notre potentiel. Là, tout le monde, si on parle de l'industrie de la mode, peut-être tout le monde ne se reconnaît pas dans les inspirations qui viennent de l'industrie de la mode. Mais l'industrie du cinéma, le film Wakanda, une grosse production américaine qui a généré des centaines de millions, s'inspire du patrimoine culturel africain et zéro retombée sur le continent. Voilà. Viola Donc, Davis au Bénin. Pardon ? L'actrice Viola Davis au Bénin, elle a tourné aussi une grosse production. Voilà, Women. Oui, voilà, exactement. On connaît toutes ces productions et de nouveau inspirées de notre. Et c'est ça, les industries culturelles et créatives. Et il faut qu'on en prenne conscience et qu'on fasse quelque chose. Merci. Moi, je voulais juste rajouter pour le ministère de la Culture, parce que j'ai vu que la ministre de la Culture sera là. Je félicite le gouvernement. Je félicite le gouvernement parce qu'ils ont débloqué 1 milliard de francs CFA pour l'industrie créative. Bravo. Malgré tout, non, mais il fallait que je le dise quand même. Ils ont débloqué 1 milliard, c'était pour les jeunes de l'industrie créative, mais comme c'est la première fois, ils ont dit qu'ils poussaient jusqu'à 50 ans. Excellent. Ce sont des jeunes. Donc je vous ai félicité. C'est sur ces félicitations que prend fin ce riche panel. Des applaudissements pour nos speakers et une photo de famille. Merci. Photo de famille, rapidement. Et puis, s'il vous plaît, n'énervez plus tonton Didier, hein, ça suffit maintenant. Hein, c'est pas sérieux, ça. Fabrice, attends, oui. Alors, pendant que la photo de famille est en cours, donc Didier vous a annoncé un panel de clôture à 17h avec quelques intervenants que vous voyez à l'écran. Ah non, vous le voyez.